Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez Premier ministre lors de la vague d'attentats de 2015. Cette nuit d'horreur du 13 novembre, vous l'avez évidemment vécue en première ligne entre la cellule de crise à Beauvau, l'Élysée et les quartiers du Bataclan. Quelle est l'image, quel est le son, quel est le souvenir que vous gardez, qui vous poursuit peut-être encore aujourd'hui ? Peut-être que l'image la plus forte, le moment le plus terrible restera le lendemain, le samedi à l'école militaire, où plusieurs familles convergent pour avoir des informations sur des proches dont ils n'ont pas de nouvelles. Et devant moi, ils apprendront la mort, la disparition de l'un des leurs, parce que c'est là où se matérialise l'horreur de la soirée, de la nuit, du terrorisme qui veut semer la terreur, de ce terrorisme islamiste. Les heures précédentes ont été marquées par la confusion, des nouvelles terribles, le nombre de morts et de blessés, bien évidemment. Mais vous avez compris l'ampleur de l'attaque terroriste. Vous étiez chez vous quand vous avez eu un coup de fil de François Hollande, c'est ça, qui était au Stade de France et qui vous dit ce qui est en train d'arriver, les explosions. Très vite, vous comprenez ce qui se passe ou ça prend du temps? J'ai compris. Non, tout ça est allé très vite, puisque toutes ces attaques ont eu lieu en moins d'une heure. Ça a commencé au Stade de France autour de 21h15 et les terroristes sont rentrés au Bataclan autour de 21h40, c'est-à-dire 20 minutes après. Donc j'ai compris quand l'un de vos confrères, qui habite en face de la belle équipe, Gérard Davet du Monde, m'a appelé en me disant « Manuel, ça tire de tous les côtés, c'est des tirs à la Kalachnikov, il y a des gens à terre ». Et là, j'ai tout de suite compris que nous faisions face à une attaque multisite. Après l'information que j'avais eue, vous l'avez rappelé en effet par le président de la République, de ce qui se passait au Stade de France, j'ai tout de suite compris que nous étions confrontés, j'en mesurais pas à ce moment-là l'ampleur, mais à cette attaque multisite que nous redoutions. 130 morts, des centaines de blessés. Vous allez tard la nuit, après la fin de la prise d'otage au Bataclan, vous rendre avec le président de la République et Bernard Cazeneuve, François Hollande de l'époque et Bernard Cazeneuve à l'intérieur, sur cette scène de guerre. Cette nuit-là, ça change un homme ou pas? Oui, évidemment. Après ce que j'ai entendu il y a un instant sur votre plateau, je marque toujours une distance entre ce que j'ai vécu moi et ce qu'ont éprouvé les victimes. Dans leur chair, dans leur esprit, nous ne sommes pas au même niveau. Ce qu'elles ont vécu, elles, resteront marquées physiquement, psychologiquement, à tout jamais. Et nous devons penser d'abord à elles. Mais bien évidemment que dans nos démocraties apaisées, qui n'avaient pas connu la guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, faire face à une telle attaque terroriste, nous n'y sommes pas totalement préparés. Bien sûr qu'il y avait une montée de la menace, notamment avec des dizaines de Français ou citoyens qui vivaient en France, qui s'étaient déjà rendus à partir de l'été 2012, quand je prends mes fonctions au ministère de l'Intérieur, en Syrie et en Irak. Il y avait déjà eu des attentats. Vous le redoutiez d'ailleurs, jusqu'à la veille. Et quelques heures avant, vous, oui, il y a vous demandez si on ne va pas avoir une attaque d'ampleur. Oui, j'avais demandé une note au secrétaire général à la Défense et de la Sécurité nationale, à Louis Gauthier, son secrétaire général, sur ce que nous devions faire en cas d'attaque multisite. Et mon cabinet était en train d'examiner cette note le matin. Les services de sécurité civile, les sapeurs-pompiers faisaient aussi un exercice le jour même. Comment réagir à cette attaque multisite. Mais il y a quelque chose de très juste qui a été dit par votre invité du Crédoc il y a un instant. Il y a eu un basculement. Les attentats du mois de janvier, c'est en effet, on s'attaque à des journalistes, à des dessinateurs, pour ce qu'ils sont. Et à la communauté juive. À des policiers, parce qu'ils incarnent l'ordre républicain. Et on s'attaque aux juifs, parce qu'on s'attaque aux juifs ainsi. Et la société française, malgré l'immense manifestation du 11 janvier 2015, pour la République, pour Charlie, ne prend pas suffisamment conscience, à mon avis, de ce qui est en train de se passer. Et le 13 novembre, c'est en effet un basculement,
Parce qu'on attaque une manière d'être, une manière de vivre, le plaisir d'être sur une terrasse, d'aller à un concert, à un match de football. Donc c'est un vrai basculement, d'où la sidération qui s'est emparée de chacun d'entre nous. Mais d'abord des Français, il n'a pas été question de manifestation, d'autant plus que les terroristes couraient en cours. Mais c'est une sidération qui n'a pas rendu possible une grande marche républicaine d'unité du pays. Et elle a manqué. Oui, beaucoup de choses ont manqué. Est-ce que c'est le moment vous savez, les responsables politiques, beaucoup ne supportent pas qu'il y ait des moments d'unité nationale parce qu'ils croient que ça favorise ceux qui gouvernent. L'esprit de Charlie ou l'esprit de la manifestation du 11 janvier 2015, moi j'aurais souhaité qu'elle perdure. Pas pour nous, pas pour François Hollande et pour moi, mais pour le pays, parce que je savais... Et nous savions, avec François Hollande et Bernard Cazeneuve, que nous serions frappés de nouveau. L'État islamique avait proclamé le califat. J'avais moi-même parlé en 2012, quand j'avais présenté le premier texte antiterroriste, d'un ennemi extérieur qui pouvait nous frapper, mais aussi d'un ennemi intérieur. Et c'est ce que nous vivons depuis. Donc, le 13 novembre, c'est un basculement. Nous aurions dû peut-être en faire davantage pour imposer les conditions d'une unité nationale. Quelques semaines après, il y avait la COP21, il y avait surtout des élections régionales. Nous n'étions pas très loin de l'élection présidentielle. Et je le regrette je le regrette profondément même, parce que la France est toujours face à la menace de l'islamisme. C'est l'une des plus grandes menaces auxquelles nous devons faire face dans les années qui viennent. Et à chaque fois que nous sommes frappés, voilà, il y a une espèce de... Alors on va parler de la menace aujourd'hui. De mobilisation, on nous a frappé de nouveau, un prof, un curé, un policier, une attaque au couteau, une attaque à la voiture en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Belgique. Et on semble découvrir de nouveau cela. Non, nous sommes face à cette menace. C'est vrai qu'on ne peut pas vous soupçonner une seconde de ne pas avoir jugé et jaugé l'ampleur de la menace au moment où vous étiez en fonction. D'ailleurs, une grande partie de la gauche vous l'a reproché d'avoir mis des mots sur quelque chose qu'on ne voulait pas nommer. Donc ça, c'est clair. Mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'entre le mois de janvier 2015, donc Charlie, puis il y avait eu Toulouse avant, où tout le monde avait dit que c'était un loup, voilà, Mohamed Merah, où là, on avait dit que c'est un loup solitaire, alors qu'on sait depuis que ce n'était pas un loup solitaire. Donc on a Mohamed Merah, puis ensuite on a Charlie. Arrive donc le mois de novembre. Est-ce que là, vous ne pensez pas qu'on a perdu 8 mois dans la mobilisation de nos forces de renseignement? Je ne parle pas des forces de police, là, mais dans le renseignement. Et en plus, on recommence, puisque... Après, il y a le 14 juillet 2016, où là, sur place, on voit bien qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ce type d'attentat. Donc là, est-ce qu'on n'a pas été un peu naïf? D'abord, votre questionnement aujourd'hui, comme à l'époque, de la part des journalistes, des proches des victimes, de la société, ce questionnement est tout à fait normal, tout à fait logique dans une démocratie. Moi, je ne l'ai jamais cru à la thèse du loup solitaire pour Toulouse et Montauban. Et d'ailleurs, à travers le travail que Nicolas Sarkozy et François Fillon nous avaient laissé, et à partir, je prends une seconde, d'une tentative d'attentat particulièrement grave, mais qui heureusement n'a pas fait de victime, le 19 septembre 2012 à Sarcelles, où il y a un commando, le commando qu'on appelle Torcy, Cannes, Strasbourg, qui a frappé une supérette cachère. On avait déjà là des convertis, des jeunes radicalisés qui n'avaient pas pu aller en Syrie, qui voulaient opérer en France. Au fond, tout ce que nous allions connaître quelques mois après, quelques années après, on n'était pas prêts. Ça, on l'a tous compris. Hier, il y avait Marc Trévidy qui l'a très bien expliqué à votre place. On était débordés à cette époque-là. On est 10 ans après. Est-ce que vous pouvez nous dire si une telle attaque de cette ampleur-là n'est plus possible aujourd'hui? Elle est toujours possible. Nous avions d'ailleurs à l'époque opéré un changement très profond des services de renseignement. On avait passé la DCRI à DGSI. J'avais restauré le renseignement territorial qui n'existait plus puisqu'on avait supprimé les fameux renseignements généraux. On avait renforcé les moyens. Mais je l'avais dit à l'Assemblée nationale, le terrorisme menait une guerre depuis un État, le califat, depuis la Syrie et l'Irak. Peut-être aujourd'hui que la menace extérieure à travers un groupe organisé, formé comme celui du 13 novembre s'éloigne. Je serais prudent parce que c'est toujours possible de la part d'un État qui peut exister, l'Iran, à travers des groupes terroristes qui s'organisent. On le voit notamment depuis l'Afghanistan. Donc
tout ça est possible. Mais elle est endogène aujourd'hui. Mais elle est d'abord endogène à travers la radicalisation, ce qu'on appelle la radicalisation, dans nos quartiers, dans des mosquées, et surtout en prison. Exactement, à travers les sorties aussi de prison d'un certain nombre de terroristes condamnés qui ont purgé leur peine, ou ces femmes ou ces hommes, ces femmes qui viennent du Levant. Moi, vous savez, j'étais très opposé à leur retour et je regrette qu'on ait facilité leur installation dans notre pays, même sous contrôle judiciaire. Mais donc, on a là une menace qui est puissante, extérieure et intérieure. Et surtout, l'idéologie des frères musulmans, elle est là, elle intègre, le temps long pour pouvoir nous frapper régulièrement à travers sa matrice, son idéologie, qui est la haine de la démocratie et qui est évidemment la haine des Juifs. Je voudrais vous faire réagir à ces propos d'Arthur Desnouveau, le président du collectif des victimes Life for Paris. C'était lors des rendez-vous avec Louis Laforge sur France Info. Regardez. Tous les politiques que j'ai croisés, donc j'ai croisé les présidents de la République, ils essayent d'en faire quelque chose de très administratif. Ils vous disent « Ah, est-ce que la prise en charge marche bien? Est-ce que notre justice marche bien? Et regardez, on a réformé les services de renseignement, il y a moins d'attentats. » Et en effet, c'est très très bien. Mais sur la question fondamentale qui est de dire « Mais politiquement, qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un tel vivier de gens prêts à commettre des attentats? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, j'ai des gamins de 17-18 ans radicalisés sur Internet qui sont prêts à frapper? » Cette question-là, ils ne l'abordent pas. Qu'est-ce que vous répondez? On aura du mal à me le reprocher à moi. Mais est-ce qu'il ne touche pas un point? Ah oui, mais c'est très juste. Alors après, il ne faut pas reprocher aux responsables politiques de mettre en place notamment des dispositifs pour suivre les victimes. Je l'avais mis un en place d'ailleurs. J'avais nommé Juliette Maedel comme secrétaire d'État aux victimes. Ce secrétaire d'État aux victimes a été supprimé en 2017. Mais c'est pas ce qu'il dit. Hein. Non. Il dit oui, c'est bien la justice, le renseignement. Je vais réagir à ça parce que c'est très important. C'était... Les origines espagnoles faisaient que j'avais en tête les 890 victimes de l'ETA pendant la démocratie espagnole. Il faut suivre ces collectifs parce qu'ils vont vivre, eux, ces victimes avec cela. Mais le vrai sujet, et il a raison, je crois que je viens de vous le dire, c'est la menace que nous vivons et qui est devant nous. Mais est-ce qu'on s'est vraiment posé la question de la radicalisation? Oui, je crois, tout simplement par une évolution profonde au sein même de l'islam. Ce qu'on appelle l'islamisme, l'islam politique, le djihadisme, qui vise d'abord l'islam, pour le séparer du reste de la société, qui vise d'abord les communautés immigrées de confession ou de culture musulmane. Et vous avez en plus aujourd'hui, y compris des formations politiques, des responsables politiques, en France, en Europe et dans le monde, qui jouent avec ça. Mais derrière, il y a une idéologie, celle des frères musulmans, celle du salafisme, qui joue sur le temps long et qui nous frappe. Et la question de la jeunesse aussi. Et qui joue évidemment avec... C'est très impressionnant de voir les chiffres du nombre de mineurs. Avec la question de la jeunesse, ce qu'ils pensent de la République, de la laïcité, ce qu'ils pensent aussi de nos compatriotes juifs. Ceci fait froid dans le dos. Et donc nous avons un sujet, un défi majeur. Les défis que nous avons sont considérables, évidemment, pour notre pays, de l'Ukraine à nos problèmes politico-économiques internes. Et il y a celui de l'islamisme. Celui de l'islamisme est sans doute le plus redoutable, parce qu'il est dans le temps long, parce qu'il s'appuie sur une idéologie structurée, et parce que cette idéologie de mort offre une perspective, malgré tout, à une partie de la jeunesse. Un certain nombre de pays européens ont dissous un certain nombre de mouvements. Par exemple, les Samidoun, par exemple, a été interdit en Allemagne. Les frères musulmans sont interdits en Autriche, etc. Les frères musulmans, d'ailleurs, sont interdits dans tous les pays du Maghreb, dans tous les pays arabo-musulmans. C'est aussi simple que ça. Et nous, on a l'impression, en France, je parle de nous les Français, qu'on reste quand même l'arme au pied face à ces mouvements. La loi séparatisme qui a dû être votée en 2021, portée par Gérald Darmanin, visait à accentuer, à donner encore plus de moyens pour lutter contre cette idéologie et ces organisations. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs été dissoutes, mais elles se reconstituent. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Belgique, et le danger existe un peu partout. Mais c'est quelque chose, ce n'est pas un groupe terroriste comme nous avions pu connaître du temps des groupes palestiniens, arméniens ou kurdes ou Action Directe. C'est quelque chose de diffus dans la société. C'est l'islamisme d'ambiance. Oui, il y a à la fois l'islamisme d'ambiance, comme Gilles Kepel l'a appelé, avec cette matrice, encore j'y insiste, qui est la haine des Juifs, qui utilise en plus, avec les idiots utiles, les complices, la France insoumise, la situation que nous connaissons à Gaza pour développer déjà depuis des années un mouvement, quelque chose de puissant, un tsunami de haine à l'égard d'Israël et
des Juifs français. Et puis, vous avez en effet quelque chose, cette idéologie, cet islamisme qui vise à frapper ce que nous sommes. L'Occident, la démocratie, la capacité à vivre ensemble. Vous connaissez ce débat, radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité? Vieux débat, oui. Vieux débat, écoutez la lecture de l'ancien juge antiterroriste. Si vous avez envie de faire une action d'éclat, parce que ça va donner un sens à votre vie, par exemple. Alors, si vous criez pas Allahu Akbar, vous êtes 3 colonnes dans le journal. Si vous criez Allahu Akbar, vous êtes au journal de 20 heures. Non, mais il faut comprendre ce phénomène dans la tête de déséquilibrés qui veulent faire une action d'éclat. S'ils mettent de la peinture sur le mur, de la peinture salafiste, il y a plus de chances de faire le buzz. C'est quand même assez pervers, mais ça rentre dans la ligne de compte. C'est intéressant parce que c'est aussi juste, on l'a vu avec l'assaut criminel d'Oléron, où finalement l'islam est un support, ou l'islamisme radical est un support à une forme de folie de l'assaillant présumé. C'est pour ça que le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Vous êtes d'accord avec Marc Trémollet? Oui, mais ça c'est une ambiance générale, on la retrouve encore davantage sur les réseaux sociaux. Mais regardez, on verra ce que dit exactement et précisément l'enquête concernant ces 3 jeunes filles radicalisées qui voulaient passer à l'acte. Nous avons des passages à l'acte un peu partout. Manchester, il y a quelques semaines, une synagogue a été attaquée. On pourrait multiplier ainsi les exemples. Plusieurs attentats sont déjoués sur notre pays, dans notre pays et ailleurs. Donc oui, il y a cette ambiance, il y a cette utilisation peut-être par un certain nombre de déséquilibrés de l'islamisme, de ce que cela peut représenter pour eux. Mais ça fait partie précisément du contexte. Ils utilisent cela, ils n'utilisent pas autre chose pour s'attaquer à des gens. Vous la redoutez cette semaine? La menace est présente, Laurent Nunez l'a dit. Aujourd'hui, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, explique dans la Tribune dimanche qu'elle est constante, cette menace, qu'elle monte en puissance. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Il faudra être extrêmement vigilant cette semaine. Il faut être vigilant tout le temps, tous les jours. Et vous imaginez le travail pour les forces de sécurité comme pour nos services de renseignement. Cette semaine, ça va être l'occasion de se rappeler, bien évidemment, des victimes, de réfléchir sur ce qu'est exactement la menace et comment un pays, une démocratie, un État de droit, avec ses responsables politiques, avec ses forces de sécurité, avec les juges. Évidemment, on a tous en tête la belle figure de François Molins, qui incarnait à ce moment-là la lutte antiterroriste pour la justice. Et nous avons tous travaillé ensemble en respectant, évidemment, les fonctions des uns et des autres et les prérogatives et les compétences de chacun. Ça va être un moment, d'abord, j'y insiste, pour les victimes. Toujours pour le futur, les services de sécurité allemands, la semaine dernière, ont rendu publique une étude où ils estiment la partie de la population musulmane radicalisée en Allemagne entre 20 et 25%. 20-25%. Alors, radicalisé, ça ne veut pas dire que c'est 25% de djihadistes, hein, j'entends bien, mais qui a une pratique très radicale de l'islam. Ça, c'est pas quelque chose qui est inquiétant. C'est-à-dire les Allemands, là, le reconnaissent officiellement. Mais nous avons eu plusieurs enquêtes qui ont été menées et qui montrent, en effet, qu'il y a une partie non négligeable de la population de confession ou de culture musulmane. Et je pense en plus, notamment aux catégories, vous le disiez, des plus jeunes, qui n'adhèrent pas à la République, qui n'adhèrent pas à la laïcité, qui trouvent des excuses parfois d'ailleurs aux actes terroristes. Donc c'est un élément évidemment d'inquiétude. Comment le nier? Le nier même, c'est déjà un sujet. Et donc, il faut être capable d'aborder cela avec beaucoup de force et beaucoup de courage et se dire qu'en plus, nos compatriotes musulmans qui sont aussi prisonniers, pris en otage, victimes de cela, sont démunis parce que ça n'est pas vrai. Ce ne sont pas les instances de l'islam français qui y répondent. Donc c'est un travail de toute la société, mais ça veut dire qu'il faut toujours poser. Parfois, ça m'a coûté, mais il faut continuer à le faire, à poser les bons mots sur ce qui se passe, sur la haine des Juifs, sur l'antisémitisme, sur l'islamisme. Vous savez, parfois, on parle des terroristes. Non, c'est un terrorisme, c'est l'islamisme, c'est le djihadisme. Et donc, ça oblige, avec beaucoup de coopération européenne et internationale, vous parlez des pays du Maghreb ou des pays arabes. Il y a le Mali aussi aujourd'hui. Oui, et puis on a une situation, évidemment, au Sahel. Donc, on a partout une situation extrêmement difficile. Prendre les quelques minutes qui nous restent pour vous entendre un peu sur la situation politique particulière que traverse notre pays. D'abord, le débat budgétaire. Comment vous regardez ce que fait le Parti socialiste sur le budget, votre ancienne famille politique? Chercher le compromis en arrachant des concessions au gouvernement. Mais
Alors, en effet, vous me ramenez à la vie politique. Vrai que là, on planait. J'ai dit que c'était les dernières minutes. Et cette semaine, l'entretien touche à sa fin. Très concentré sur ce qui s'est passé le 13 novembre. Et d'ailleurs, ça m'a permis toujours de bien marquer la différence entre ce qui est vraiment essentiel, ce que nous avons vécu il y a 10 ans, et la vie politique. Mais c'est essentiel que la France ait un budget. Évidemment, et vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que je m'y intéresse. Qu'on cherche un compromis pour que la France ait un budget, vous venez de le dire, ça me paraît essentiel. Et moi, je salue de ce point de vue-là l'attitude responsable des socialistes qui, quoi qu'on en pense de telle ou telle position, cherchent précisément ce compromis et s'éloignent ainsi, je l'espère définitivement, vous, député, de la France. Vous voteriez la suspension de la réforme des retraites? Je ne sais pas, je ne suis pas député, donc je ne m'oppose pas à ce problème, mais je vais vous répondre d'une autre manière. Ce débat pour qu'il y ait un budget et pour éviter des élections législatives anticipées ne doit pas se faire au détriment de la vérité. Et la vérité, là aussi, la vérité, c'est que nous avons des déficits, vous l'évoquiez, je crois, tout à l'heure, des déficits qui sont insupportables pour notre pays et qui mettent en cause notre propre indépendance. Déficit, dette, et il faut dire aussi la vérité aux Français. Nous vivons plus, tant mieux. François Bayrou a essayé. Nous avons une démographie qui pose évidemment un certain nombre de soucis. Nous avons un problème de financement de notre système de retraite et nous n'allons pas faire différemment de ce qu'au font nos voisins, même s'il faut tenir compte évidemment de la solidarité, de la pénibilité, des carrières hachées, notamment la situation des carrières hachées des femmes. Mais là aussi, il faudra un moment de vérité. Et donc moi, je ne sais pas, j'ai du mal à lire d'ailleurs ce qui sortira exactement des débats budgétaires sur les comptes publics. Parce que là, le sérieux, la rigueur, l'intelligence devront s'imposer. N'est pas une voie possible? C'est pas la solution pour vous, la dissolution? Mais elle sera nécessaire si demain il y a une censure. Moi, je pense que le grand rendez-vous, c'est d'abord en 2027. En 2027 et pas avant. Et que le calendrier est logique et que le calendrier de nos institutions, c'est d'abord de commencer par l'élection présidentielle et ensuite par les élections législatives. Mais je me dis que nos compatriotes, qui n'ont jamais vécu ça, moi non plus d'ailleurs, voient le spectacle politique et ce qui se passe à l'Assemblée avec un certain effarement. Vous voyez un autre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, réclamer la démission du président de la République. Mais moi, je comprends la logique d'Édouard Philippe quand il dit le responsable de tout cela, notamment au moment de la dissolution, c'est le président de la République. Et la dégradation de l'autorité de l'État, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne, incontestablement. Donc je comprends sa logique. Mais de mon côté, attaché aux institutions de la Ve République, je me dis que vouloir faire démissionner le président de la République aujourd'hui, c'est créer un précédent qui risquerait d'aggraver encore davantage notre crise démocratique. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver une solution pour le budget, mais à condition que ça soit dans un langage de vérité pour restaurer les finances de notre pays. Sinon, on aura des problèmes majeurs. Et honnêtement, pardon, se taper une crise des finances publiques dans un contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine, avec la menace que nous venons d'évoquer, qui est celle de l'islamisme, avec une dégradation de nos débats politiques et de nos crises démocratiques, attention à ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans un de ces moments de basculement de notre histoire, il faut le dire, il faut le souligner avec gravité. D'un mot pour conclure, il nous reste quelques secondes. On vous a senti un peu amer d'avoir quitté les Outre-mer. Est-ce que vous pensez que le dossier calédonien peut aboutir? Cet accord de Bougival a-t-il encore un avenir? J'étais en colère, pas amer seulement. En colère. J'étais pas triste de quitter le gouvernement. En colère, vous l'assumez, c'est bien. Oui, j'étais en colère parce que c'était totalement incompréhensible. C'est pour des raisons petites, mesquines, de la part du président de la République et du Premier ministre, alors que j'étais en train de réussir sur un dossier. Eux, ils ont échoué. Vous avez compris pourquoi? Vous avez écarté? Si, c'est la seule explication possible. On n'admet pas que quelqu'un qui pense différemment, qui avait dit les choses clairement en disant « Attention, vous allez dans la mauvaise direction concernant la Nouvelle-Calédonie, j'ai restauré le dialogue, les conditions de la paix, c'est difficile. La ministre qui m'a succédé s'y rend maintenant et j'espère qu'elle réussira parce que je pense que c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi l'intérêt de la France et de son image dans le monde et plus particulièrement dans le Pacifique, mais moi, ça me permet d'être là, libre et de répondre à vos questions. D'avoir été notre invité sur France Info. Merci beaucoup. Merci à vous. Manuel Valls.